Constitution européenne, dans sa partie 3, et tout ça avait été écrit par traité, évidemment, sans assemblée constituante, la Constitution européenne, dans sa partie 3, imposait une politique, la politique libérale. Ça nous avait pris l'essentiel des débats, et pourtant, à mon avis, dans la partie 1, il y avait des choses bien pires. Alors, je me propose avec vous de résumer peut-être assez rapidement pour que ce soit pas fastidieux, mais 10 points qui me paraissent absolument stratégiques, révoltants, que les citoyens devraient connaître, qui font partie des institutions européennes qui ont été écrites sans notre accord, qui ont été écrites sans nous demander notre avis, et finalement, au moment de nous demander notre avis, quand on a dit non, elles nous ont été imposées quand même par voie parlementaire par le traité de Lisbonne. Il me semble que c'est pas un détail que les citoyens sachent dans le fatras des centaines d'articles de ces institutions, ce qui va contre leur intérêt. Alors le premier point, c'est que les institutions européennes, et ça se passe dans la partie 1, nous condamnent à un chômage de masse. Et c'est pas écrit comme ça, bien sûr. Bien sûr, dans les institutions européennes, on ne dit pas les institutions garantissent que le chômage sera à un haut niveau. Si c'était écrit comme ça, on aurait des révolutions. Non, c'est plus malin. Dans la partie 1 est prévue une banque centrale indépendante qui n'a donc d'ordre à recevoir de personne parmi les gens que vous élisez. Vous pouvez voter à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au centre, où vous voulez. La banque centrale n'a plus aucun compte à rendre à ces gens que vous élisez, que ce soit chez vous ou en Europe. Et la mission, et ce qui va avec, c'est que la mission de cette banque, mission exclusive, prioritaire, la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Or, tous les banquiers du monde savent que mettre la priorité sur la lutte contre l'inflation, ça va se payer en chômage des plus défavorisés, des plus faibles. Alors, il y a plein de bouquins là-dessus, il y en a 2 quand même à connaître. Un premier livre de Fitoussi qui date de 2005, je crois. Oui, janvier 2005. Donc ce livre est paru pendant la campagne, La politique de l'impuissance. Ce livre-là, Fitoussi n'est pas du tout un révolutionnaire, c'est quelqu'un de très 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 modéré, tempéré, c'est un économiste intéressant. Et c'est lui qui explique, qui utilise ces mots-là en disant tous les banquiers du monde savent que quand ils font le pari quand ils suivent l'objectif de lutter contre l'inflation, ça se paye en chômage. Quand Fitoussi le dit, je pense qu'on pourrait le dire de façon plus radicale et plus virulente et plus révoltée. Comment est-ce qu'on sait... Alors, par quel mécanisme est-ce que, en luttant contre l'inflation, on le paye en chômage et inversement? Alors, il faut savoir que les économistes s'empaillent entre eux sur ce sujet. Il faut savoir aussi pourquoi ils s'empaillent. Et il faut comprendre qui sont les économistes. Alors, je commence par ce qui me paraît le plus important. Dans la réflexion des économistes, l'un d'entre eux, qui s'appelle Phillips, a établi par l'observation, il n'a pas expliqué pourquoi c'était comme ça, mais sur un siècle de statistiques, il a observé que les périodes d'inflation étaient des périodes de faible chômage et inversement. En fait, Phillips, lui, l'observait sur les salaires et d'autres économistes à sa suite ont fait le lien entre les salaires et l'inflation et finalement l'association de leurs travaux fait que les chiffres d'un siècle de statistiques montrent que quand vous avez beaucoup de chômage, vous avez peu d'inflation, et quand vous avez beaucoup d'inflation, vous avez peu de chômage. Et après ça, comprendre pourquoi fait l'objet de plein de débats d'économistes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour dire par quel mécanisme, mais si vous voulez, c'est empirique. On observe que, en luttant contre le chômage,
les salaires vont monter et l'inflation aussi. Alors on peut comprendre, il y a des mécanismes assez simples, c'est que quand il y a peu de chômage, quand vous êtes sûr de trouver du boulot, si vous perdez votre boulot, vous allez en trouver un autre, vous allez être plus exigeant au moment de trouver un autre travail et de demander un salaire. Puisque vous n'êtes pas précarisé, vous n'avez pas peur pour votre emploi, vous savez que vous allez en trouver un autre, il y a de l'emploi pour tout le monde, vous allez être exigeant dans votre salaire. Et les entreprises répercutent les salaires qui sont des coûts pour elles, et les répercutent sur les prix. Donc il y a une logique en fait, assez simple et probablement robuste. C'est sûrement pas le seul rouage, mais c'est un des rouages à connaître, c'est que, inversement, un fort chômage permet aux patrons d'imposer de bas salaires. Parce que les gens ayant peur pour leur boulot sont pas exigeants, et ils sont plus dociles, et il y a moins de pression sur les salaires, donc il y a moins de pression sur les coûts, donc ça permet aux patrons de continuer à faire de gros profits sans payer de hauts salaires. Alors, Friedman et une bande d'économistes, on peut dire prostituées. Je pense que d'une façon générale, les économistes sont une pensée prostituée. C'est rude comme attaque, mais je pense que c'est tellement évident que c'est quand même c'est difficile à contester. On ne peut pas dire que tous les économistes sont prostitués. Il y a des économistes qui sont humanistes, honnêtes, résistants et pas prostitués, pas vendus aux plus riches. Enfin, en gros, les économistes sont nés pour pérenniser la domination des plus riches, c'est-à-dire pour justifier et légitimer, naturaliser, comme si c'était un fait naturel et indiscutable, parlons d'autre chose maintenant, la domination des plus riches. Ricardo était un fils de banquier, lui-même financier, et protégeait l'intérêt, avec sa théorie économique, protégeait les intérêts de sa classe. Et donc les économistes, alors parmi lesquels Friedman par exemple, contestent la corrélation qu'il y a entre la corrélation en niveau inversé qu'il y aurait entre l'inflation et le chômage, en disant pas du tout. La corrélation, il y a eu quelques années, dans les années 70, où la corrélation n'a pas été observée. Et ils ont pris cette variation dans les statistiques comme prétexte pour prétendre que la loi n'était pas bonne. Alors qu'en fait, on pourrait tout aussi bien dire que la loi est effectivement bonne dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, lutter contre le chômage va se payer en inflation, et laisser filer l'inflation permettra de résorber le chômage, ou on peut le dire autrement. Cette loi est en général vérifiée, et effectivement, dans les années 70, elle ne l'a pas été, probablement pour des raisons qui n'ont pas été bien identifiées, d'autres raisons qui ont été plus fortes pendant ces quelques années que la loi principale, mais qui valent pas, qui méritent pas de jeter aux orties le travail de Phillips. Alors le petit livre que je vous conseille, qui est écrit par Liem Wang Ngoc, c'est vraiment difficile à mémoriser et à prononcer, mais qui est un bon économiste, un jeune homme qui fait un travail vraiment passionnant sur d'autres sujets aussi. Et là, ce livre s'appelle « Le fabuleux destin de la courbe de Phillips ». Ça, c'est un bon petit livre qui permet de rappeler le travail de Phillips, et puis ensuite la bagarre idéologique parce que c'est vachement important pour le patronat de ne pas laisser dire qu'il faut choisir entre inflation et chômage, et que finalement le choix de société sur le plan économique, c'est inflation ou chômage, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du chômage. Ils savent que c'est lié, mais c'est inavouable, que l'inflation ronge leur tas d'or, alors que les travailleurs et les entreprises... Les travailleurs ne sont pas gênés par l'inflation. Hein. Si vous avez une indexation, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, défend l'idée de l'indexation générale des salaires, des loyers, des emprunts sur l'inflation, de façon à ce que personne ne soit pénalisé, de façon à ce que l'unité de mesure monétaire ne soit pas
euh, variable. Imaginez qu'un mètre changerait de taille, le mètre étalon changerait de taille sans arrêt, ce serait très compliqué pour toutes les mesures. Et ben, de la même manière, une monnaie doit avoir une valeur stable pour que les acteurs aient des repères fiables. Et donc, dans un contexte d'indexation générale, si les salaires varient avec l'inflation, ben, vous n'avez rien à craindre de l'inflation. Vous avez un bouclier qui vous protège contre l'inflation. Et si les loyers sont indexés sur l'inflation, ben les propriétaires qui louent leurs immeubles sont protégés contre l'inflation. Mais alors finalement, qu'est-ce que ça pénalise l'inflation? Ben ça pénalise ceux qui ont du cash, ceux qui ont beaucoup d'argent, notamment de la monnaie fiduciaire, en grande quantité. Alors là, cette monnaie-là, elle perd de la valeur. Elle perd beaucoup de valeur si vous avez 15%, 10%, 15% d'inflation. Là, ces gens-là, c'est un très très petit nombre de personnes. Hein. Il y a très peu de gens qui ont beaucoup de cash, quoi. Beaucoup de cash au point d'en faire un vrai sujet d'inquiétude, il y en a très peu. Alors, est-ce que ces gens-là, est-ce que l'intérêt de ces gens-là est à privilégier par rapport à l'intérêt général? Il me semble que non. Un peu d'inflation, une indexation générale, et donc finalement les petites gens qui sont protégés de l'inflation, si ça vous permet de lutter contre le chômage, donner du boulot à tout le monde, bah écoutez, c'est un choix de société qui quand même pourrait être au débat public, on pourrait en discuter. Ben, il se trouve que l'Union européenne, elle a tranché pour vous. Vous n'avez pas eu voix au chapitre. On a mis en place en 1957, avec le traité de Rome, on a mis en place un système de façon assez astucieuse, hein, puisque pendant toutes les premières années, pendant 20 ans, 25 ans, on n'a pas appliqué le traité de Rome. On l'a mis en place et on ne l'a pas appliqué. Alors les gens se sont... Au début, ils étaient très méfiants. Mendes France vitupérait ce traité en disant c'est pas bien du tout, on va perdre notre souveraineté, il y a beaucoup à perdre à ce traité. Et puis finalement, avec les années, comme on voyait que ça changeait rien, on était protectionniste, on était nationaliste, on avait le contrôle de notre monnaie, ce traité ne changeait rien à notre vie finalement. Il y avait un contrôle d'échange, on avait notre monnaie, il n'y avait pas de libre-échange, hein, finalement ce traité prévoyait des choses qui n'étaient pas appliquées, on a baissé la garde, et on ne s'est pas méfié. Et puis dans les années 80, sans rien dire à personne, ils ont activé le traité de Rome, ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à appliquer le libre-échange, à libéraliser les capitaux, les mouvements de capitaux, à permettre le libre établissement de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel État. Donc ils ont commencé à permettre la mise en place de la concurrence de tous contre tous. Et nous, on était endormis, on avait relâché notre vigilance. Et à chaque fois qu'il y avait des militants valeureux qui protestaient, on leur envoyait dans les dents, mais attendez, vous protestez contre quelque chose qui est écrit depuis 57. C'est très astucieux, quand même, très astucieux. Mettre en place le système par petits pas, progressif, les gens voient rien, ou ils voient, mais bon, c'est pas suffisamment grave pour se soulever. Et puis au bout du compte, vous avez une machine épouvantable qui s'est mise en place, et qui s'est mise en place au plus haut niveau du droit, au niveau constitutionnel, et au niveau même international, au niveau de traités qui ne sont révisables qu'à l'unanimité. Et plus on est nombreux, plus l'unanimité devient un verrou, l'impossibilité complète de changer quoi que ce soit. Mais on y est là. Là, on est à 27. L'unanimité à 27, on n'arrivera plus rien à changer à ces traités. Et donc, pour reprendre le fil de ce que je disais, le premier point haïssable, vraiment haïssable, un sujet de révolte, un sujet de révolution, est l'institutionnalisation du chômage, l'obligation constitutionnelle, la condamnation au chômage de masse. Je trouve ça quand même gravissime. C'est-à-dire que la politique monétaire est capable d'influer sur le rapport inflation-chômage, avec le jeu sur les taux d'intérêt et sur la production de monnaie. Le choix qui a été fait par les oligarques, c'est le chômage de masse et l'inflation minimum. Ce qui va ensemble. Et ils vous ont pas dit chômage de masse, ils vous ont dit inflation minimum, en vous disant que c'est pour protéger les plus faibles. Bullshit.
c'est pas pour protéger les plus faibles, c'est pour protéger les plus riches.